Chagrin d'école de Daniel Pénac. Chapitre 1. La poubelle de Djibouti. Statistiquement, tout s'explique, personnellement, tout se complique. Commençons par l'épilogue. Maman, quasi centenaire, regardant un film sur un auteur qu'elle connaît bien. On voit l'auteur chez lui, à Paris, entouré de ses beaux livres dans sa bibliothèque, qui est aussi son bureau. La fenêtre ouvre sur une cour d'école, raffut de récré. On apprend que pendant un quart de siècle, l'auteur exerça le métier de professeur, et que s'il a choisi cet appartement, donnant sur 2 cours de récréation, c'est à la façon d'un cheminot qui prendrait sa retraite au-dessus d'une gare de triage. Puis on voit l'auteur en Espagne, en Italie, discutant avec ses traducteurs, blaguant avec ses amis vénitiens, sur le plateau du Vercors, marchant solitaire dans la brume des altitudes, parlant métier, langue, style, structure, romanesque, personnage. Nouveau bureau, ouvert sur la splendeur alpine cette fois. Ces scènes sont ponctuées par des interviews d'artistes que l'auteur admire et qui parlent eux-mêmes de leur propre travail. Le cinéaste et romancier Dai Siji, le dessinateur Sampé, le chanteur Thomas Fersen, le peintre Jürg Kreinbuhl. Retour à Paris, l'auteur, derrière son ordinateur, parmi ses dictionnaires cette fois. Il en a la passion, dit-il. On apprend d'ailleurs, et c'est la conclusion du film, qu'il y est entré dans le dictionnaire le Robert à la lettre P sous le nom de Pénac, de son nom entier, Penacchioni, Daniel, de son prénom. Maman, donc, regarde ce film, en compagnie de mon frère Bernard, qui l'a enregistré pour elle. Elle le regarde d'un bout à l'autre, immobile dans son fauteuil, l'œil fixe, sans piper mot. Dans le soir qui tombe. Fin du film, générique, silence. Puis, se tournant lentement vers Bernard, elle demande « Tu crois qu'il s'en sortira un jour ?» Fin du premier chapitre de la première partie. Chapitre suivant, le chapitre 2. C'est que je fus un mauvais élève, et qu'elle ne s'en est jamais tout à fait remise. Aujourd'hui, que sa conscience de très vieille dame quitte les plages du présent, pour refluer doucement vers les lointains archipels de la mémoire, les premiers récifs à ressurgir lui rappellent cette inquiétude qui la rongea pendant toute ma scolarité. Elle pose sur moi un regard soucieux et lentement. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Très tôt, mon avenir lui parut si compromis qu'elle ne fut jamais tout à fait assurée de mon présent. N'étant pas destinée à devenir, je ne lui paraissais pas armée pour durer. J'étais son enfant précaire. Elle me savait pourtant tirer d'affaire depuis ce mois de septembre 1969 où j'entrais dans ma première classe en qualité de professeur. Mais pendant les décennies qui suivirent, c'est-à-dire pendant la durée de ma vie adulte, son inquiétude résista secrètement à toutes les preuves de réussite que lui apportaient mes coups de téléphone, mes lettres, mes visites, la parution de mes livres, les articles de journaux ou mes passages chez Pivot. Ni la stabilité de ma vie professionnelle, ni la reconnaissance de mon travail littéraire, rien de ce qu'elle entendait dire de moi par des tiers ou qu'elle pouvait lire dans la presse ne la rassurait tout à fait. Certes, elle se réjouissait de mes succès, en parlait avec ses amis, convenait que mon père, mort avant de les connaître, en aurait été heureux. Mais, dans le secret de son cœur, demeurait l'anxiété qu'avait fait naître à jamais le mauvais élève du commencement. Ainsi s'exprimait son amour de mère. Quand je la taquinais sur les délices de l'inquiétude maternelle, elle répondait joliment par une blague de Woody Allen. « Que veux-tu ? Toutes les juives ne sont pas mères, mais toutes les mères sont juives. » Et aujourd'hui, que ma vieille mère juive n'est plus tout à fait dans le présent, c'est de nouveau cette inquiétude qu'expriment ses yeux quand il se pose sur son petit dernier de 60 ans. Une inquiétude qui aurait perdu de son intensité, une anxiété fossile qui n'est plus que l'habitude d'elle-même, mais qui demeure suffisamment vivace pour que maman me demande, sa main posée sur la mienne,
au moment où je la quitte. Tu as un appartement à Paris? Fin du chapitre 2. Chapitre 3. Donc, j'étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n'étais pas le dernier de ma classe, c'est que j'en étais l'avant-dernier, champagne. Fermé à l'arithmétique, d'abord, aux mathématiques, ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l'apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux, leçons non apprises, travail non fait. Je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique ni le sport, ni d'ailleurs aucune activité parascolaire. Tu comprends? Est-ce que seulement tu comprends ce que je t'explique? Je ne comprenais pas. Cette inaptitude à comprendre remontait si loin dans mon enfance que la famille avait imaginé une légende pour en dater les origines. Mon apprentissage de l'alphabet. J'ai toujours entendu dire qu'il m'avait fallu une année entière pour retenir la lettre A. La lettre A en un an. Le désert de mon ignorance commençait au-delà de l'infranchissable B. Pas de panique, dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Ainsi ironisait mon père pour distraire ses propres craintes. Bien des années plus tard, comme je redoublais ma terminale à la poursuite d'un baccalauréat qui m'échappait obstinément, il aura cette formule. Ne t'inquiète pas, même pour le bac, on finit par acquérir des automatismes. Ou, en septembre 1968, ma licence de lettres enfin en poche, il t'aura fallu une révolution pour la licence. Doit-on craindre une guerre mondiale pour l'agrégation? Cela dit, sans méchanceté particulière. C'était notre forme de connivence. Nous avons assez vite choisi de sourire, mon père et moi. Mais revenons à mes débuts. Dernier-né d'une fratrie de 4, j'étais un cas d'espèce. Mes parents n'avaient pas eu l'occasion de s'entraider avec mes aînés, dont la scolarité, pour ne pas être exceptionnellement brillante, s'était déroulée sans heurts. J'étais un objet de stupeur, et de stupeur constante, car les années passaient sans apporter la moindre amélioration à mon état d'hébétude scolaire. Les bras m'en tombent, je n'en reviens pas, me sont des exclamations familières, associées à des regards d'adulte, où je vois bien que mon incapacité à assimiler quoi que ce soit creuse un abîme d'incrédulité. Apparemment, tout le monde comprenait plus vite que moi. Tu es complètement bouché. Un après-midi de l'année du bac, une de mes années du bac, mon père me donnant un cours de trigonométrie dans la pièce qui nous servait de bibliothèque. Notre chien se coucha en douce sur le lit, derrière nous. Repéré, il fut sèchement viré. Dehors le chien, dans ton fauteuil. 5 minutes plus tard, le chien était de nouveau sur le lit. Il avait juste pris le soin d'aller chercher la vieille couverture qui protégeait son fauteuil et de se coucher sur elle. Admiration générale, bien sûr et justifiée, qu'un animal pût associer une interdiction à l'idée abstraite de propreté et en tirer la conclusion qu'il fallait faire son lit pour jouir de la compagnie des maîtres, chapeau. Évidemment, un authentique raisonnement. Ce fut un sujet de conversation familiale qui traversa les âges. Personnellement, j'en tirais l'enseignement que même le chien de la maison pigeait plus vite que moi. Je crois bien lui avoir murmuré à l'oreille « Demain, c'est toi qui vas au bahut, lèche-cul ». Chapitre 4. Deux messieurs d'un certain âge se promènent au bord du Loup, leur rivière d'enfance. Deux frères, mon frère Bernard et moi. Un demi-siècle plus tôt, ils plongeaient dans cette transparence. Ils nageaient parmi les chevennes que leur chahut n'effrayait pas. La familiarité des poissons donnait à penser que le bonheur durerait toujours. La rivière coulait entre les falaises. Quand les deux frères la suivaient jusqu'à la mer, tantôt portés par le courant, tantôt crapahutant sur les rochers, il leur arrivait de se perdre de vue. Pour se retrouver, ils avaient appris à siffler entre leurs doigts.
de longues stridulations qui se répercutaient contre les parois rocheuses. Aujourd'hui, l'eau a baissé. Les poissons ont disparu. Une mousse glaireuse et stagnante dit la victoire du détergent sur la nature. Ne demeure de notre enfance que le chant des cigales et la chaleur résineuse du soleil. Et puis, nous savons toujours siffler entre nos doigts. Nous ne sommes jamais perdus d'oreille. J'annonce à Bernard que je songe à écrire un livre concernant l'école. Non pas l'école qui change dans la société qui change, comme a changé cette rivière, mais au cœur de cet incessant bouleversement sur ce qui ne change pas, justement, une permanence dont je n'entends jamais parler. La douleur partagée du cancre, des parents et des professeurs. L'inaction de ces chagrins d'école. Vaste programme, et comment vas-tu t'y prendre? En te cuisinant, par exemple. Quel souvenir gardes-tu de ma propre nullité, disons en maths? Mon frère Bernard était le seul membre de la famille à pouvoir m'aider dans mon travail scolaire, sans que je me verrouille comme une huître. Nous avons partagé la même chambre jusqu'à mon entrée en 5e, où je fus mis en pension. En maths, ça a commencé avec l'arithmétique. Tu sais, un jour je t'ai demandé quoi faire d'une fraction que tu avais sous les yeux. Tu m'as répondu automatiquement, il faut la réduire au dénominateur commun. Il n'y avait qu'une fraction, donc un seul dénominateur. Mais tu n'en démordais pas, il faut la réduire au dénominateur commun. Comme j'insistais, réfléchis un peu, Daniel, il n'y a là qu'une seule fraction et donc un seul dénominateur. Tu t'es foutu en rogne. C'est le prof qui l'a dit. Les fractions, il faut les réduire au dénominateur commun. Et les deux messieurs de sourire le long de leur promenade. Tout cela est très loin derrière eux. L'un d'eux a été professeur pendant 20 ans, 2500 élèves à peu près, dont un certain nombre en grande difficulté, selon l'expression consacrée. Et tous deux sont pères de famille. Le prof a dit que, ils connaissent. L'espoir placé dans le cancre, dans la litanie. Oui, les mots du professeur ne sont que des bois flottants auxquels le mauvais élève s'accroche sur une rivière dont le courant l'entraîne avec de grandes chutes. Il répète ce qu'a dit le prof. Pas pour que ça ait un sens, pas pour que la règle s'incarne, non, pour être tiré d'affaire, momentanément, pour qu'on me lâche, pour qu'on m'aime à tout prix. Un livre sur l'école, un livre de plus. Tu ne crois pas qu'il y en a assez? Pas sur l'école, tout le monde s'occupe de l'école. Éternelle querelle, des anciens et des modernes, ses programmes, son rôle social, ses finalités. L'école d'hier, celle de demain, non. Un livre sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre et ses dégâts collatéraux. Tu en as bavé tant que ça? Tu peux me dire autre chose sur le cancre que j'étais? Tu te plaignais de ne pas avoir de mémoire. Les leçons que je te faisais apprendre le soir s'évaporaient dans la nuit. Le lendemain matin, tu avais tout oublié. Le fait est, je n'imprimais pas, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Je ne captais ni n'imprimais, les mots les plus simples perdaient leur substance dès qu'on me demandait de les envisager comme objet de connaissance. Si je devais apprendre une leçon sur le massif du Jura, par exemple, plus qu'un exemple, c'est en l'occurrence un souvenir très précis, ce petit mot de 2 syllabes se décomposait jusqu'à perdre tout rapport avec la Franche-Comté, l'Ain, l'horlogerie, les vignobles, les pipes, l'altitude, la vache, la rigueur de l'hiver, la Suisse frontalière, le massif alpin ou la simple montagne. Il ne représentait plus rien. Jura, me disais-je. Jura, Jura. Je répétais le mot inlassablement, comme un enfant qui n'en finit pas de mâcher. Mâcher et de ne pas avaler. Répéter et ne pas assimiler. Jusqu'à la totale décomposition du goût et du sens. Mâcher, répéter. Jura, 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 Jura. Jura, 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 Jura. Jusqu'à ce que le mot devienne une masse sonore indéfinie, sans le plus petit reliquat de sens, un bruit pâteux d'ivrogne dans une cervelle spongieuse.
C'est ainsi qu'on s'endort sur une leçon de géographie. Tu prétendais détester les majuscules. Oh, terrible sentinelle, les majuscules! Il me semblait qu'elles se dressaient entre les noms propres et moi pour m'en interdire la fréquentation. Tout mot frappé d'une majuscule était voué à l'oubli instantané. Ville, fleuve, bataille, héros, traité, poète, galaxie, théorème, interdit de mémoire pour cause de majuscules tétanisantes. Halte là, s'exclamait la majuscule. On ne franchit pas la porte de ce nom. Il est trop propre. On n'en est pas digne, on est un crétin. Précision de Bernard le long de notre chemin. Un crétin minuscule. Rire des deux frères. Et plus tard, rebelote avec les langues étrangères. Je ne pouvais pas m'ôter de l'idée qu'il s'y disait des choses trop intelligentes pour moi. Ce qui te dispensait d'apprendre tes listes de vocabulaire. Les mots d'anglais étaient aussi volatiles que les noms propres. Tu te racontais des histoires, en somme. Oui, c'est le propre des cancres. Ils se racontent en boucle l'histoire de leur cancrerie. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, même pas la peine d'essayer. C'est foutu d'avance, je vous l'avais bien dit. L'école n'est pas faite pour moi. L'école leur paraît un club très fermé dont ils s'interdisent l'entrée, avec l'aide de quelques professeurs parfois. Deux messieurs d'un certain âge se promenaient le long d'une rivière. En bout de promenade, ils tombent sur un pan d'eau cerné de roseaux et de galets. Bernard demande « T'es toujours aussi bon, Henri Cochet ?» Fin de la lecture du chapitre 4. On va s'arrêter là et on va résumer ces 4 petits chapitres. On va résumer le début de Chagrin d'école de Daniel Pénac. La partie 1 s'appelle La poubelle de Djibouti. Dans le premier chapitre, il raconte que sa maman est centenaire. Elle est assise dans un fauteuil et elle regarde un reportage sur un écrivain célèbre. Donc il raconte vraiment un reportage dans lequel il y a tous les signes de la réussite. Il vit dans un environnement confortable, il est reconnu par ses pairs, par les autres écrivains, il a des amis qui sont des grands artistes connus dans le monde entier, il vit bien, il a été professeur d'école et il a aimé son métier. D'ailleurs, comme instituteur, il a choisi de s'installer à côté d'une cour d'école. Donc il a vraiment du bonheur dans son travail, il a une reconnaissance sociale, il a absolument tout, cet écrivain. Et cet écrivain, il nous dit à la fin du chapitre, qu'il s'appelle Daniel Pénac. Il donne son prénom, son nom de famille d'origine, c'était Penaccini, quelque chose comme ça. Et sa mère regarde ce reportage, et à la fin de ce reportage, qui a toutes les garanties que ce monsieur a réussi sa vie, elle se retourne vers son frère, et elle demande à son frère « Est-ce que tu crois qu'il va s'en sortir ?» Donc dans le chapitre suivant, il nous explique que sa maman a toujours été très inquiète pour lui parce qu'il était un mauvais élève, il était un cancre, et ça pour sa maman c'était une grosse inquiétude parce qu'elle se demandait s'il allait pouvoir réussir dans la vie. On voit qu'il y a beaucoup de complicité entre eux. On voit que sa maman lui porte de l'affection et lui ne lui en veut pas, mais sa mère était morte d'inquiétude de voir un enfant aussi incapable de rien comprendre à l'école et elle était persuadée qu'il ne réussirait pas sa vie. Ensuite, on va résumer le chapitre 3. Ce sont de courts chapitres, donc je les résume rapidement. Donc dans ce chapitre 3, il fait des petites blagues sur son état de cancre, mais en même temps, il nous fait réaliser à quel point c'était vraiment un sacré cancre. Par exemple, sa famille s'imagine que pour apprendre la lettre A, il lui a fallu 1 an. Donc son frère fait une blague, il dit est-ce qu'il faudra 26 ans pour qu'il apprenne tout l'alphabet. C'est un enfant qui était incapable de retenir l'alphabet, il savait juste que ça commençait par la lettre A et était incapable de le réciter. Son père aussi lui fait des plaisanteries. Par exemple, il a sa licence de lettres en 68. Pendant donc le mai 68, c'était la révolte des étudiants. Et il lui dit, pour que tu aies ton agrégation, est-ce qu'il faudrait une guerre mondiale? Donc son père le taquine, mais quand même en lui faisant remarquer qu'il est vraiment quand même très nul. Mais bon, le problème, c'est qu'il l'a déjà remarqué par lui-même. À un moment, il y a le chien qui comprend qu'il n'a pas le droit de se coucher dans le lit. Alors il va chercher sa couverture et il se couche sur sa couverture près d'eux, parce qu'il ne veut pas aller dans son panier et qu'il veut de la compagnie. Et il dit, vous vous rendez compte quand même que même le chien est capable de comprendre quelque chose, et que moi, donc parce qu'il parle à la première personne, le narrateur, qui est Daniel Pénac, moi j'étais incapable de rien comprendre. Il se rappelle même d'avoir dit au chien, tu veux pas aller à l'école à ma place finalement, parce que même le chien serait plus intelligent que lui.
Donc il aborde la question avec beaucoup d'humour, parce que Daniel Pénac a beaucoup d'humour, il est très rigolo. Mais on voit quand même que c'est une vraie souffrance et qu'en tant qu'enfant, il en a souffert. Ensuite, le chapitre 4, il se promène avec son frère et il demande à son frère des conseils pour démarrer ce livre-là. Il lui dit, j'ai envie d'écrire sur les cancres. Il dit, il y a déjà beaucoup de gens qui écrivent sur l'école. Il dit, mais moi, c'est pas l'école qui m'intéresse, c'est vraiment le cancre, le mauvais élève. Il lui demande des anecdotes pour lui rappeler comment est-ce que ça se passait quand il était enfant, quand lui était un cancre et comment ses parents ou lui le vivaient. Et donc il lui dit par exemple qu'à un moment, il voulait réduire au dénominateur commun une seule fraction. Alors son frère essaie de lui expliquer qu'il ne peut pas y avoir un dénominateur commun s'il y en a un seul, donc il y a forcément un seul dénominateur. Et pour lui, c'est incompréhensible. Il n'arrive pas à comprendre ça, qu'on ne peut pas mettre deux fractions sur le même dénominateur s'il n'y en a qu'une. Donc il bloque, et son frère essaye de lui expliquer, mais c'est impossible. Et il se fâche, comme souvent un enfant qui ne comprend pas finit par se fâcher quand on insiste, et il finit par dire c'est le prof qui l'a dit. Et il dit effectivement, le cancre, il a tendance à dire c'est le prof qui l'a dit, non pas parce que il se rappelle de ce qu'a expliqué le professeur pour essayer d'en faire un savoir, mais parce qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille, parce qu'il n'en peut plus. Et pour tous ceux qui l'ont vécu de près ou de loin, avec leurs enfants, avec leurs frères et sœurs, ou en étant eux-mêmes dans la situation, c'est dramatique, parce que ça met en colère l'autre en face, on se dit c'est pas possible de ne pas comprendre à ce point, et en même temps celui qui ne comprend pas, il en peut plus, il en souffre, et avec humour, il aborde un sujet qui est une vraie souffrance. Il explique par exemple que une leçon de géographie dans laquelle il doit apprendre où se situe le Jura, et ben lui il part dans ses pensées et il finit par décomposer le mot Jura. Mais en tout cas, il apprend pas sa leçon. Il aime aucun mot avec des majuscules, parce que les majuscules, c'est les noms propres, donc c'est des noms, souvent des noms de bataille, des noms de lieux, des noms de héros ou de personnalités, et tout ça, ça lui paraît être des questions intellectuelles trop compliquées pour lui, et du coup, lui, tous les mots qui ont des majuscules, ça le rend malade, ça lui donne l'impression qu'il ne pourra jamais les apprendre. Son frère lui dit que finalement, c'est lui qui se racontait des histoires. Mais bon, ça reste ce que lui, il a vécu. Et donc le chapitre se termine en disant que les deux messieurs sont vieux et ils se promènent et ils ont envie de faire des ricochets. Et je pense que c'est la boucle qui vient dire que même quand on est devenu adulte, qu'on a réussi, il reste toujours des traces de ce qu'on a vécu quand on était enfant. Voilà pour la fin du résumé de ces 4 petits premiers chapitres de la première partie. Chagrin d'école de Daniel Pénac, lecture du chapitre 5. Bien entendu, se pose la question de la cause originelle. D'où venait ma cancrerie? Enfant de la bourgeoisie d'État, issu d'une famille aimante, sans conflit, entouré d'adultes responsables qui m'aidaient à faire mes devoirs. Père polytechnicien, mère au foyer, pas de divorce, pas d'alcoolique, pas de caractériel, pas de tare héréditaire, 3 frères bacheliers, des matheux, bientôt 2 ingénieurs et un officier, rythme familial régulier, nourriture saine, bibliothèque à la maison, culture ambiante conforme au milieu et à l'époque, père et mère nés avant 1914. Peinture jusqu'aux impressionnistes, poésie jusqu'à Mallarmé, musique jusqu'à Debussy, roman russe, l'inévitable période Thielard de Charline, Joyce et Sioran pour toute audace. Propos de table calme, rieur et cultivé. Et pourtant, un cancre. Pas d'explication non plus à tirer de l'historique familial. C'est une progression sociale en 3 générations grâce à l'école laïque, gratuite et obligatoire. Ascension républicaine, en somme. Victoire à la Jules Ferry. Un autre Jules, l'oncle de mon père, l'oncle Jules Penaccioni, mena au certificat d'études les enfants de Guargalé et de Pila-Canal, les villages corses de la famille. On lui doit des générations d'instituteurs, de facteurs, de gendarmes et autres fonctionnaires de la France coloniale ou métropolitaine. Peut-être aussi quelques bandits, mais il en aura fait des lecteurs. L'oncle, dit-on, faisait faire des dictées et des exercices de calcul à tout le monde en toutes circonstances. On dit aussi qu'il allait
jusqu'à enlever les enfants que leurs parents obligeaient à sécher l'école pendant la cueillette des châtaignes. Il les récupérait dans le maquis, les ramenait chez lui et prévenait le père esclavagiste. Je te rendrai ton garçon quand il aura son certificat. Si c'est une légende, je l'aime. Je ne crois pas qu'on puisse concevoir autrement le métier de professeur. Tout le mal qu'on dit de l'école nous cache le nombre d'enfants qu'elle a sauvés des tares, des préjugés, de la morgue, de l'ignorance, de la bêtise, de la cupidité, de l'immobilité ou du fatalisme des familles. Tel était l'oncle. Pourtant, 3 générations plus tard, moi, le cancre. La honte de l'oncle, s'il avait su. Par bonheur, il mourut avant de me voir naître. Non seulement mes antécédents m'interdisaient toute cancrerie, mais, dernier représentant d'une lignée de plus en plus diplômée, j'étais socialement programmé pour devenir le fleuron de la famille. Polytechnicien ou normalien, énarque évidemment, la Cour des comptes, un ministère, va savoir, on ne pouvait pas espérer moins. Là-dessus, un mariage efficace et la mise au monde d'enfants, destinés dès le berceau à la taupe de Louis le Grand et propulsés vers le trône de l'Élysée, ou la direction d'un consortium mondial de la cosmétique, la routine du darwinisme social, la reproduction des élites. Eh bien non, un cancre. Un cancre sans fondement historique, sans raison sociologique, sans désamour, un cancre en soi, un cancre étalon, une unité de mesure. Pourquoi? La réponse gît peut-être dans le cabinet des psychologues. Mais ce n'était pas encore l'époque du psychologue scolaire envisagé comme substitut familial. On faisait avec les moyens du bord. Bernard, de son côté, proposait son explication. À 6 ans, tu es tombé dans la poubelle municipale de Djibouti. 6 ans? L'année du A? Oui, c'était une décharge à ciel ouvert en fait. Tu y es tombé du haut d'un mur. Je ne me rappelle pas combien de temps tu y as macéré. Tu avais disparu, on te cherchait partout, et tu te débattais là-dedans sous un soleil qui devait avoisiner les 60 degrés. Je ne préfère pas imaginer à quoi ça ressemblait. L'image de la poubelle, tout compte fait, convient assez à ce sentiment de déchet que ressent l'élève perdu pour l'école. Poubelle est d'ailleurs un terme que j'ai entendu plusieurs fois pour qualifier ces boîtes privées hors contrat qui acceptent, à quel prix, de recueillir les rebuts du collège. J'y ai vécu de la 5e à la 1re, pensionnaire. Et parmi tous les professeurs que j'y ai subis, 4 m'ont sauvé. Quand on t'a sorti de ce tas d'ordures, tu as fait une septicémie. On t'a piqué à la pénicilline pendant des mois. Ça te faisait un mal de chien. Tu mourais de trouille. Quand l'infirmier se pointait, on passait des heures à te chercher dans la maison. Un jour, tu t'es caché dans une armoire qui t'est tombée dessus. Peur de la piqûre, voilà une métaphore parlante. Toute ma scolarité passait à fuir des professeurs envisagés comme des diaphoirus armés de seringues gigantesques et chargés de m'inoculer cette brûlure épaisse, la pénicilline des années 50, dont je me souviens très bien, une sorte de plomb fondu qu'ils injectaient dans un corps d'enfant. En tout cas, oui, la peur fut bel et bien la grande affaire de ma scolarité, son verrou. Et l'urgence du professeur que je devins fut de soigner la peur de mes plus mauvais élèves pour faire sauter ce verrou, que le savoir est une chance de passer. Chapitre 6. Je fais un rêve, pas un rêve d'enfant, un rêve d'aujourd'hui, pendant que j'écris ce livre. Juste après le chapitre précédent, à vrai dire. Je suis assis en pyjama au bord de mon lit. De gros chiffres en plastique, comme ceux avec lesquels jouent les petits-enfants, sont éparpillés sur le tapis devant moi. Je dois mettre ces chiffres dans un ordre, c'est l'énoncé. L'opération me paraît facile, je suis content. Je me penche et tends les bras vers ces chiffres. Et je m'aperçois que mes mains ont disparu. Il n'y a plus de mains au bout de mon pyjama. Mes manches sont vides.
Ce n'est pas la disparition de mes mains qui m'affole, c'est de ne pas pouvoir atteindre ces chiffres pour les mettre en ordre. Ce que j'aurais su faire. Chapitre 7. Pourtant, extérieurement, sans être agité, j'étais un enfant vif et joueur, habile aux billes et aux osselets, imbattable au ballon prisonnier, champion du monde de polochon, je jouais, plutôt bavard et rieur, farceur même. Je me faisais des amis à tous les étages de la classe, des cancres, certes, mais des têtes de série aussi. Je n'avais pas de préjugés. Plus que tout, certains professeurs me reprochaient cette gaieté. C'était ajouter l'insolence à la nullité. La moindre des politesses pour un cancre, c'est d'être discret. Morné serait l'idéal. Seulement, ma vitalité m'était vitale, si je puis dire. Le jeu me sauvait du chagrin qui m'envahissait dès que je retombais dans ma honte solitaire. Mon Dieu, cette solitude du cancre dans la honte de ne jamais faire ce qu'il faut, et cette envie de fuir. Pour où, assez confus, fuir de moi-même, disons, et pourtant en moi-même, mais un moi qui aurait été acceptable par les autres. C'est sans doute à cette envie de fuir que je dois l'étrange écriture qui précéda mon écriture. Au lieu de former des lettres de l'alphabet, je dessinais des petits bonhommes qui s'enfuyaient en marge pour s'y constituer en bande. Je m'appliquais pourtant au début. J'ourlais mes lettres tant bien que mal, mais peu à peu les lettres se métamorphosaient d'elles-mêmes en ces petits êtres sautillants et joyeux qui s'en allaient folâtrer ailleurs. Idéogramme de mon besoin de vivre. Aujourd'hui encore, j'utilise ces bonshommes dans mes dédicaces. Ils me sont précieux pour couper à la recherche de la platitude distinguée qu'on se doit d'écrire sur la page de garde des services de presse. C'est la bande de mon enfance, je lui reste fidèle. Chapitre 8. Adolescent, j'ai rêvé d'une bande plus réelle. Ce n'était pas l'époque et ce n'était pas mon milieu. Mon environnement ne m'en donnait pas la possibilité. Mais aujourd'hui encore, je le dis résolument, si j'avais eu l'occasion de me constituer en bande, je l'aurais fait. Et avec quelle joie! Mes camarades de jeu ne me suffisaient pas. Je n'existais pour eux qu'à la récréation. En classe, je me sentais compromettant. Ah, me fondre dans une bande où la scolarité n'aurait compté pour rien. Quel rêve! Ce qui fait l'attrait de la bande? S'y dissoudre avec la sensation de s'y affirmer. La belle illusion d'identité. Tout pour oublier ce sentiment d'étrangeté absolue à l'univers scolaire. Et fuir ces regards d'adultes, dédain. Tellement convergents ces regards. Opposer un sentiment de communauté à cette perpétuelle solitude, un ailleurs à cet ici, un territoire à cette prison. Quitter l'île du cancre à tout prix, fût-ce sur un bateau de pirates où ne régnerait que la loi du poing et qui mènerait, au mieux, en prison. Je les sentais tellement plus forts que moi, les autres, les professeurs, les adultes, et d'une force tellement plus écrasante que le poing, si admise, si légale, qu'il m'arrivait d'en éprouver un besoin de vengeance proche de l'obsession. 4 décennies plus tard, l'expression « avoir la haine » ne me surprit pas quand elle apparut dans la bouche de certains adolescents, multipliée par quantité de facteurs nouveaux, sociologiques, culturels, économiques. Elle exprimait encore ce besoin de vengeance qui m'avait été si familier. Par bonheur, mes camarades de jeu n'étaient pas de ceux qui se constituent en bande, et je n'étais originaire d'aucune cité. Je fus donc une bande de jeunes à moi tout seul, comme dit la chanson de Renaud. Une bande bien modeste, où je pratiquais en solitaire des représailles plutôt sournoises. Ces langues de bœuf, par exemple, une centaine, prélevées nuitamment aux conserves de la cantine et que j'avais clouées à la porte d'un internat, parce qu'il nous les servait 2 fois par semaine
et que nous les retrouvions le lendemain dans notre assiette si nous ne les avions pas mangés. Ou ce harançor ficelé au pot d'échappement de la toute nouvelle voiture d'un professeur d'anglais. C'était une Ariane, je me la rappelle, le flanc des pneus blancs comme des chaussettes de maquereau, qui se mit à puer inexplicablement le poisson grillé, au point que, les premiers jours, son propriétaire lui-même empestait la poiscaille en entrant dans la classe. Ou encore, cette trentaine de poules chippées dans les fermes avoisinant mon pensionnat de montagne pour remplir la chambre du surveillant général pendant toute la durée du week-end, où il m'avait consigné. Quel magnifique poulailler devint cette piole en 3 jours seulement. Fientes et plumes collées, et la paille pour faire plus vrai, et les œufs cassés un peu partout, et le maïs généreusement distribué par là-dessus. Sans parler de l'odeur. Ah, la jolie fête quand le chef des pions, ouvrant benoîtement la porte de sa chambre, libéra dans les couloirs les prisonnières affolées que chacun se mit à poursuivre pour son propre compte. C'était idiot, bien sûr. Idiot, méchant, répréhensible, impardonnable et inefficace avec ça. Le genre de sévice qui n'améliore pas le caractère du corps enseignant. Pourtant, je mourrais sans arriver à regretter mes poules, mon hareng et mes pauvres bœufs à la langue tranchée. Avec mes petits bonshommes fous, ils faisaient partie de ma bande. Chapitre 9. Une constante pédagogique, à de rares exceptions près, le vengeur solitaire ou le chahuteur sournois, c'est une question de point de vue, ne se dénonce jamais. Si un autre que lui a fait le coup, il ne le dénonce pas davantage. Solidarité? Pas sûr. Une sorte de volupté, plutôt. Avoir l'autorité, s'épuiser en enquête stérile. Que tous les élèves soient punis, privés de ceci ou de cela, jusqu'à ce que le coupable se livre, ne l'émeut pas. Bien au contraire, on lui fournit par là l'occasion de se sentir partie prenante de la communauté. Enfin, il s'associe à tous pour juger dégueulasse de faire payer tant d'innocents, à la place d'un seul coupable. Stupéfiante sincérité. Le fait qu'il soit le coupable en question n'entre plus à ses yeux en ligne de compte. En punissant tout le monde, l'autorité lui a permis de changer de registre. Nous ne sommes plus dans l'ordre des faits, qui regarde l'enquête, mais sur le terrain des principes. Or, en bon adolescent qu'il est, l'équité est un principe sur lequel il ne transige pas. Ils ne trouvent pas qui c'est, alors ils n'en font tous payer. C'est dégueulasse. Qu'on le traite de lâche, de voleur, de menteur ou de quoi que ce soit d'autre, qu'un procureur tonitruant déclare publiquement tout le mépris où il tient les affreux de son espèce, qui n'ont pas le courage de leurs actes, ne le touche guère. D'abord parce qu'il n'entend là que la confirmation de ce qu'on lui a 1000 fois répété, et qu'il est d'accord sur ce point avec le procureur. C'est même un plaisir rare, cet accord secret. Oui, tu as raison, je suis bien le méchant que tu dis, et même pire si tu savais. Ensuite, parce que le courage d'aller accrocher les 3 soutanes du préfet de discipline au sommet du paratonnerre, par exemple, ce n'est pas le procureur qui l'a eu, ni aucun autre élève ici présent. C'est bien lui, et lui seul. Au plus noir de la nuit, lui, dans sa nocturne et désormais glorieuse solitude. Pendant quelques heures, les soutanes ont fait au collège un noir drapeau de pirate, et personne ne saura qui a hissé ce pavillon grotesque. Si on accuse quelqu'un d'autre à sa place, ma foi, il se tait encore, car il connaît son monde et sait très bien, avec Claudel, qu'il ne lira pourtant peut-être jamais, qu'on peut aussi mériter l'injustice. Il ne se dénonce pas. C'est qu'il s'est fait une raison de sa solitude et qu'il a enfin cessé d'avoir peur. Il ne baisse plus les yeux. Regardez-le, il est le coupable au regard candide. Il a enfoui dans son silence ce plaisir unique.
Personne ne saura jamais. Quand on se sent de nulle part, on a tendance à se faire des serments à soi-même. Mais ce qu'il éprouve par-dessus tout, c'est la joie sombre d'être devenu incompréhensible aux nantis du savoir, qui lui reprochent de ne rien comprendre à rien. Il s'est découvert une aptitude, en somme, faire peur à ceux qui l'effrayent. Il en jouit intensément. Personne ne sait ce dont il est capable, et c'est bon. La naissance de la délinquance, c'est l'investissement secret de toutes les facultés de l'intelligence dans la ruse. Chapitre 10. Mais on se ferait une fausse idée de l'élève que j'étais si on s'en tenait à ces représailles clandestines. D'ailleurs, les 3 soutanes, ce n'était pas moi. Le cancre joyeux, ourdissant nuitamment des coups de main vengeurs, l'invisible Zorro des châtiments enfantins, j'aimerais pouvoir m'en tenir à cette image d'Épinal. Seulement, j'étais aussi, et surtout, un gosse prêt à toutes les compromissions pour un regard d'adulte bienveillant. Quémander en douce l'assentiment des professeurs et coller à tous les conformismes. Oui, monsieur, vous avez raison. Oui, monsieur, que je suis pas si bête, pas si méchant, pas si décevant, pas si... Oh, l'humiliation, quand l'autre me renvoyait d'une phrase sèche à mon indignité. Ah, l'abject sentiment de bonheur quand au contraire il y allait de 2 mots vaguement gentils, que j'engrangeais aussitôt comme un trésor d'humanité. Et comme je me précipitais le soir même pour en parler à mes parents, j'ai eu une bonne conversation avec monsieur Untel, comme s'il s'agissait d'avoir une bonne conversation, devait se dire mon père à juste titre. Longtemps j'ai traîné derrière moi la trace de cette honte. La haine et le besoin d'affection m'avaient pris tout ensemble dès mes premiers échecs. Il s'agissait d'amadouer l'ogre scolaire. Tout faire pour qu'il ne me dévore pas le cœur. Collaborer, par exemple, au cadeau d'anniversaire de ce professeur de 6e qui, pourtant, notait mes dictées négativement. Moins 38. Penaccioni, la température est de plus en plus basse. Me creuser la tête pour choisir ce qui ferait vraiment plaisir à ce salaud. Organiser la quête parmi les élèves et fournir moi-même le complément, vu que le prix de l'affreuse merveille dépassait le montant de la cagnotte. Il y avait des coffres forts dans les maisons bourgeoises de l'époque. J'entrepris de crocheter celui de mes parents pour participer au cadeau de mon tortionnaire. C'était un de ces petits coffres sombres et trapus, où dormaient les secrets de famille. Une clé, une molette à chiffres, une autre à lettres. Je savais où mes parents rangeaient la clé, mais il me fallut plusieurs nuits pour trouver la combinaison. Molette, clé, porte close. Molette, clé, porte close. Porte close, porte close. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et voilà que soudain, déclic, la porte s'ouvre. On en reste sidéré. Une porte ouverte sur le monde secret des adultes. Secret bien sage en l'occurrence. Quelques obligations, je suppose. Des emprunts russes qui dormaient là, en espérant leur résurrection. Le pistolet d'ordonnance d'un grand-oncle dont le chargeur était plein mais dont on avait limé le percuteur, et de l'argent aussi. Pas beaucoup, quelques billets, d'où je prélevais la dîme nécessaire au financement du cadeau. Voler pour acheter l'affection des adultes. Ce n'était pas exactement du vol, et ça n'acheta évidemment aucune affection. Le poteau rose fut découvert lorsque, durant cette même année, j'offris à ma mère un de ces affreux jardins japonais qui étaient alors à la mode et qui coûtaient les yeux de la tête. L'événement eut 3 conséquences. Ma mère pleura, ce qui était rare, persuadée d'avoir mis au monde un perceur de coffres, le seul domaine où son dernier né manifestait une indiscutable précocité. On me mit en pension et, ma vie durant, je fus incapable de faucher quoi que ce soit, même quand le vol devint culturellement à la mode chez les jeunes gens de ma génération. Chapitre 11. À tous ceux qui, aujourd'hui,
impute la constitution de bandes au seul phénomène des banlieues, je vous dis, vous avez raison. Oui, le chômage. Oui, la concentration des exclus. Oui, les regroupements ethniques. Oui, la tyrannie des marques, les familles monoparentales. Oui, le développement d'une économie parallèle et les trafics en tout genre. Oui, oui, oui. Mais gardons-nous de sous-estimer la seule chose sur laquelle nous pouvons personnellement agir, et qui, elle, date de la nuit des temps pédagogiques. La solitude et la honte de l'élève qui ne comprend pas, perdu dans un monde où tous les autres comprennent. Nous seuls pouvons le sortir de cette prison-là, que nous soyons ou non formés pour cela. Les professeurs qui m'ont sauvé et qui ont fait de moi un professeur n'étaient pas formés pour ça. Ils ne se sont pas préoccupés des origines de mon infirmité scolaire. Ils n'ont pas perdu de temps à en chercher les causes et pas davantage à me sermonner. Ils étaient des adultes confrontés à des adolescents en péril. Ils se sont dit qu'il y avait urgence, ils ont plongé. Ils m'ont raté, ils ont plongé de nouveau, jour après jour, encore et encore. Ils ont fini par me sortir de là, et beaucoup d'autres avec moi. Ils nous ont littéralement repêchés. Nous leur devons la vie. Chapitre 12. Je fouille le fatras de mes vieux papiers, à la recherche de mes bulletins scolaires et de mes diplômes. Je tombe sur une lettre conservée par ma mère. Elle date de février 1959. J'avais 14 ans depuis 3 mois. J'étais en 4e, je lui écrivais de ma première pension. Ma chère maman, moi aussi j'ai vu mes notes. Je suis écœurée, j'en ai plein le dos. Quand on en est venu au point de travailler 2 heures sans arrêt pendant une étude pour récolter un 1 à un devoir d'algèbre, que l'on croirait bon, il y a de quoi être découragé. Aussi ai-je tout lâché pour réviser mes examens, et mon 4 en application explique sûrement la révision de mon examen de géologie pendant mon cours de maths. Je ne suis pas assez intelligent et travailleur pour continuer mes études. Ça ne m'intéresse pas. J'attrape mal au crâne à rester enfermé. Dans la paperasse, je ne comprends rien à l'anglais, à l'algèbre, je suis nulle en orthographe. Que reste-t-il? Marité, coiffeuse de notre village, la colle sur loup, mon amie aînée depuis ma prime enfance, m'avouait récemment que ma mère, s'épanchant sous le casque, lui avait confié son inquiétude quant à mon avenir. Un peu soulagée, disait-elle, d'avoir obtenu de mes frères la promesse qu'ils prendraient soin de moi après sa disparition et celle de mon père. Toujours dans la même lettre, j'écrivais: vous avez eu 3 fils intelligents et travailleurs, un autre cancre et fainéant. Suivant une étude comparée des performances de mes frères et des miennes, une vigoureuse supplique pour qu'on arrête le massacre, qu'on me retire de l'école et qu'on m'envoie aux collines. C'est une famille de militaires. Dans un petit bled, et là, ce serait le seul endroit où je serais heureux, souligné 2 fois. L'exil au bout du monde, en somme, le pis-aller du rêve, un projet de fuite à la Barmadou chez un fils de soldat. 10 ans plus tard, le 30 septembre 1969, je recevais une lettre de mon père adressée au collège où j'exerçais depuis 1 mois le métier de professeur. C'était mon premier poste et c'était sa première lettre au fils devenu. Il sortait de l'hôpital. Il me disait les douceurs de la convalescence, les lentes promenades avec notre chien, me donnait des nouvelles de la famille, m'annonçait le possible mariage de ma cousine à Stockholm, faisait de discrètes allusions à un projet de roman dont nous avions parlé ensemble et que je n'ai toujours pas écrit, manifestait une vive curiosité à l'égard de ce que mes collègues et moi échangions dans nos propos de table, attendait l'arrivée par la poste de la logeuse du gouvernant d'Angelo Rinaldi, en pestant contre la grève des postiers.
vantait l'attrape-cœur de Salinger et le jardin des délices de José Cabani, accusait ma mère de ne pas m'écrire, plus fatiguée que moi de m'avoir soignée, m'annonçait qu'il avait prêté la roue de secours de notre 2 chevaux à mon ami Fanchon. Bernard s'est fait un plaisir de la lui changer, et m'embrassait en m'assurant sa bonne forme. Pas plus qu'il ne m'avait menacé d'un avenir calamiteux pendant ma scolarité, il ne faisait la moindre allusion à mon passé de cancre. Sur la plupart des sujets, son ton était, comme à l'habitude, pudiquement ironique. Il ne semblait pas considérer que mon nouvel état de professeur méritât qu'on s'en étonne, qu'on m'en félicite, ou qu'on s'en inquiète pour mes élèves. Bref, mon père, tel qu'en lui-même, ironiste et sage, désireux de bavarder avec moi, à distance respectable, de la vie qui se continuait. J'ai l'enveloppe de cette lettre sous les yeux. Aujourd'hui seulement, un détail me frappe. Il ne s'était pas contenté d'écrire mon nom, le nom du collège, celui de la rue ou de la ville. Il avait ajouté la mention professeur. Daniel Pennacchioni, professeur au collège. Professeur, de son écriture si exacte. Il m'aura fallu une existence entière pour entendre ce hurlement de joie et ce soupir de soulagement. Fin de la lecture du chapitre 12 et c'est aussi la fin de la partie 1, la poubelle de Djibouti. On va résumer les chapitres 6 à 12 de Chagrin d'école de Daniel Pénac. Ce sont de courts chapitres, donc ça va aller vite. Le chapitre 6, il raconte un cauchemar. Il dit qu'il rêve parfois qu'il doit mettre des pièces dans l'ordre, des pièces qui représentent des chiffres, et qu'il se rend compte qu'au bout de son vêtement, il n'a plus de main. Et ce qui lui fait très peur dans ce cauchemar, c'est pas le fait de ne plus avoir de main, c'est de ne pas réussir à faire l'exercice. Donc à travers ce très court chapitre, il veut montrer que même maintenant qu'il est adulte, il garde encore le traumatisme de ne pas avoir réussi à faire ce que les adultes attendaient de lui dans le cadre de l'école. Dans le chapitre 7, il parle de son caractère quand il était enfant. Et il dit qu'il était un enfant joyeux et que en fait, ses professeurs lui reprochaient ça. Il avait beaucoup de succès dans la cour de l'école, il jouait très bien au jeu et ses professeurs lui reprochaient peut-être cette gaieté. Inconsciemment, sûrement, je ne pense pas que c'était conscient, parce qu'ils auraient voulu qu'il montre à quel point il était triste d'être nul en classe alors que lui, il avait cette gaieté au fond de lui. Et il montre par exemple qu'il dessinait souvent des petits bonhommes et que du coup autour de ses cahiers, il y avait tout le temps ces petits bonhommes dessinés. Et c'était pour lui une façon de s'évader et que maintenant encore qu'il est adulte et qu'il est auteur, quand il dédicace des livres, parfois il dessine ces petits bonhommes-là. Et donc du coup ce chapitre 7, c'est le paradoxe un peu entre l'enfant qui a l'air heureux et qui a l'air de s'en foutre et la réalité qui est un enfant qui en souffre énormément, mais qui garde heureusement sa part d'enfant et de gaieté que les professeurs prenaient pour de l'insolence. Ensuite, dans le chapitre 8, il raconte les bêtises qu'il a fait quand il était en pension. Donc c'est des bêtises d'enfant, par exemple, il avait volé des harengs et il les avait attachés sous la voiture d'un professeur qui avait une voiture toute neuve. Et ça sentait tellement mauvais que même le professeur gardait sur lui l'odeur des harengs. Il raconte aussi qu'une fois, il a enfermé dans la chambre du surveillant des poules pendant tout un week-end. Et évidemment, les poules ont tout sali. Il avait même mis de la paille dans la chambre du surveillant. Et quand le surveillant est rentré, sa chambre était complètement massacrée. Et donc, il raconte toutes les bêtises qu'il faisait. Et il dit que finalement, tout ça, c'était une forme de vengeance. Il se vengeait du monde des adultes parce que de son point de vue d'enfant, lui, il trouvait que les adultes le persécutaient, donc il se vengeait en attaquant lui aussi les adultes. Et il dit qu'au moment où il écrit ça, ça le fait rire. Toutes ces bêtises d'enfant, finalement, il n'en a pas vraiment honte, mais plutôt il en rigole. Ensuite, il essaye, dans le chapitre 9, de chercher un petit peu plus profondément pourquoi le cancre fait toujours des bêtises. Et il dit par exemple quand il y a une bêtise qui est faite et que
Tout le monde dit quel est l'horrible, le sournois enfant qui a pu faire ça, et qui sait que c'est lui. Finalement, il culpabilise pas, au contraire, il est fier. Déjà, il est fier de défier l'autorité des adultes, et ensuite, surtout quand le maître s'énerve et que l'enquête dure, il est content d'avoir déstabilisé l'institution qui le maltraite, et lui maltraite à sa façon l'institution. Et quand tout le monde est puni, dans la punition collective, il se scandalise avec les autres. Lui aussi, il trouve comme les autres que c'est inadmissible qu'il y ait une punition collective. Et finalement, le but de faire culpabiliser le coupable ne marche pas du tout, parce que le coupable, lui, face à la punition collective, ce qu'il trouve vraiment inadmissible, c'est que la punition soit autant injuste et que l'institution soit aussi injuste. Ce que de toute façon, il porte en lui, parce que lui, il trouve que l'institution le persécute. Il conclut en disant que la naissance de la délinquance, pour lui, c'est l'investissement de toutes les facultés de l'intelligence dans la ruse. C'est finalement l'enfant qui se considère comme n'étant pas intelligent, à qui on a beaucoup renvoyé qu'il n'était pas intelligent et qui finit par y croire lui-même. Et du coup, toutes ses forces et toutes ses capacités, au lieu de les investir pour devenir plus intelligent et pour apprendre, il les utilise à ruser. Ensuite, le chapitre 10, il raconte une histoire. J'ai déjà entendu quelqu'un me raconter exactement la même histoire, quelqu'un d'autre, et qui est assez paradoxal. Il raconte l'enfant qui est nul à l'école et qui est persécuté par son instituteur, fait tout pour plaire. Et j'ai quelqu'un de mon entourage, une dame qui est âgée aussi, qui m'a raconté qu'une fois, elle avait fait un cadeau à la maîtresse qui était très méchante avec elle, et que la maîtresse avait jeté son cadeau à la poubelle alors qu'elle s'était donné beaucoup de mal pour faire ce cadeau à la maîtresse. Et dans ce chapitre, c'est exactement la même chose. Il raconte que l'instituteur qui était odieux avec lui, qui l'humiliait, il avait entrepris de lui offrir un cadeau et que pour ça, il avait organisé une collecte, mais qu'il n'y avait pas assez d'argent dans la collecte, donc il avait rajouté ses propres sous parce qu'il voulait vraiment faire plaisir à cet instituteur. Et comme il n'avait pas cet argent, ce qu'il a fait, c'est qu'il a braqué le coffre familial. Et il y a passé un temps fou parce que il fallait une clé et un code. Il n'avait pas le code, donc il a essayé toutes les combinaisons possibles. D'ailleurs, c'est un bon exercice de mathématiques, mais il ne le savait peut-être pas. Donc, il a essayé toutes les combinaisons possibles, une par une. Il a fallu beaucoup de patience pour arriver au bout, et il a réussi à faire ouvrir le coffre. Alors évidemment, il était fou de joie, il a pris un peu de billets. Et puis ça lui a tellement plu qu'après, pour l'anniversaire de sa mère, il a refait pareil. Il a pris des billets et il a acheté un cadeau qui était très cher. Alors sa maman, quand elle a reçu le cadeau très cher, elle n'a pas compris d'où venait l'argent. Et finalement, ils se sont rendus compte que leur fils avait braqué le coffre-fort de la famille. Donc il conclut ce chapitre en disant qu'il y a eu 3 conséquences. Il a fait pleurer sa mère, ça l'a visiblement rendu triste, et sa mère était persuadée qu'elle avait mis au monde un perceur de coffre-fort, parce que finalement il était nul en tout, sauf à réussir à ouvrir un coffre qui est quand même très protégé. Il a réussi à trouver la clé et à braquer et à casser le code. Donc elle s'est dit qu'elle avait mis au monde un enfant dont le seul génie était de faire des casses. Et en plus, il a été mis en pension. Et la troisième conséquence, c'est qu'il n'a plus jamais été capable de voler. Et il dit qu'il y a une époque où c'était la mode de voler chez les jeunes. Je ne sais pas si c'est une mode qui a existé ou si c'est une mode qui existe chez tous les jeunes. Et que même quand c'était la mode auprès des autres, lui, il n'a jamais plus rien volé parce qu'il a été traumatisé d'avoir volé l'argent de ses parents et d'avoir fait pleurer sa mère. Ensuite, le chapitre 11 est très court, mais c'est un très beau chapitre. D'ailleurs, Pénac, c'est vraiment quelqu'un de super. Il a écrit beaucoup pour la jeunesse et je l'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. J'en garde un très très bon souvenir de Pénac. Donc, il dit, quand on pense que les bandes, c'est un problème de banlieue. Alors, il dit, donc, en partie, c'est vrai. C'est vrai que d'avoir beaucoup de chômage, d'avoir des mamans qui élèvent les enfants seuls, d'avoir des trafiquants de drogue dans son univers, ça n'aide pas à rester sur un droit chemin. Mais en même temps, il dit que toutes ces choses-là, ce sont des choses qui s'ajoutent, mais que la base de tout ça, c'est pas les banlieues, les regroupements ethniques, la tyrannie des marques qui veulent que pour être cool, il faut avoir des marques chères ou toutes ces choses-là. La base, c'est que l'enfant qui est en échec scolaire, il se sent seul et il a honte. Et c'est dans cette solitude et cette honte que la délinquance, elle peut prendre de l'ampleur. Enfin, elle peut naître plutôt. C'est de ça qu'elle naît et après, avec un environnement social qui est défavorable, elle va s'empirer. Un passage très très touchant, il fait une belle publicité pour les instituteurs. Et il dit que
il y a des instituteurs qui ont vu cet enfant qui était en train de se noyer, il utilise la métaphore de la noyade, et qui ont plongé à l'eau pour le récupérer. Et ils n'y sont pas arrivés une fois, ils ont replongé encore, ils n'y sont pas arrivés 2 fois. Et ils ont persévéré pour aller chercher cet enfant qui était en train de se noyer, et ils les remercient, ces instituteurs-là, qui ont été à sa recherche. Donc il est dur envers ceux qui ne l'ont pas soutenu ou qui l'ont humilié, mais il est aussi reconnaissant envers ceux qui lui ont permis de devenir ce qu'il est, parce qu'aujourd'hui, Daniel Pénac, évidemment, n'est plus un cancre, mais est un grand écrivain. Et cette partie se termine avec le chapitre 12. Et le chapitre 12, il va donner un peu le point de vue de ses parents, et surtout la relation que lui avait avec ses parents en fonction de ce que eux lui renvoyaient de sa situation. Alors sa maman, il lui écrit une lettre, il a 14 ans, où il dit qu'il travaille pendant des heures et qu'il a que 1 point et que c'est trop dur pour lui. Même plus tard, il écrit sur 3 enfants, vous en avez réussi 2 et ils sont travailleurs et intelligents et le dernier, il est fainéant et nul. Et il demande de partir dans une maison militaire. Donc je suppose que c'est à peu près comme rentrer dans l'armée parce qu'il voudrait être n'importe où sauf à l'école et parce qu'il pense qu'il ne réussira jamais. Une amie à lui qui était plus âgée et qui était la coiffeuse de sa mère, elle raconte que sa mère demandait à ses frères de prendre soin de lui quand elle serait morte, parce qu'elle pensait qu'il allait être incapable de s'assumer dans la vie. Donc ça, c'est le point de vue de sa mère qui était très inquiète pour lui. Ensuite, il parle de son papa, qui a l'air d'être un monsieur cultivé, drôle et intelligent. C'est sûrement du côté de son père qu'il a pris son humour, parce que Pénac a aussi beaucoup d'humour. Et il raconte au sujet de son père que lui a écrit une lettre quand il est devenu professeur, la première année. Et dans sa lettre, il ne parle pas du tout du fait que son fils soit devenu prof. Et pour lui, c'est comme si c'était normal, comme s'il ne s'était jamais inquiété. Alors ça valorise Pénac, qui dit un peu comme si son père, lui, avait toujours eu confiance. Mais en réalité, son père était quand même très fier, parce qu'à la fin, quand il relit la lettre, il voit que sur l'adresse, il a écrit « Daniel Penaccini, professeur des écoles ». Et du coup, il a écrit « professeur » en dessous du nom de son fils, comme si c'était vraiment une forme de victoire. Mais quand même, je trouve qu'en lisant ce chapitre, on a l'impression que son père, c'est pas qu'il s'inquiétait pas pour lui, c'est plutôt qu'il avait l'intelligence ou la sensibilité suffisante pour pas lui montrer son inquiétude. Mais on a l'impression que même quand son père fait de l'humour, etc., Pénac n'est pas tout à fait rassuré sur le fait que son père avait confiance en lui. Après, c'est ma perception, vous pouvez lire vous aussi cette partie pour vous faire votre propre idée, mais en tout cas, sa mère était complètement paniquée à son sujet, et son père relativisait, faisait plus de plaisanteries. Voilà, c'est la fin de la lecture de cette première partie, qui était bien chouette, et on va continuer la lecture des chapitres. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.